Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 121, deuxième journée de la NFL, deuxième défaite cette fois-ci, beaucoup plus encourageante potentiellement. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo? T'as vu, j'ai dit un truc positif là. Une défaite encourageante. Alors là, ça c'est un truc de loser. Ça c'est vraiment un truc de loser. Alors, une défaite avec des points positifs, je suis d'accord. Par contre, sur l'état global de l'équipe, je pense pas du tout qu'on est du tout dans une phase encourageante. Et on va en parler. Et surtout, comment ça va? Moi, je me suis levé à 3h du matin ici en Australie pour regarder le match et je regrette. Mais non, il y a eu des belles choses, il y a eu des belles réceptions. Nabers qui met plus de 100 yards, qui met un TD, il y a eu des passes de touchdown, il y a eu des choses quand même. Tu t'es pas ennuyé, je veux dire, c'était pas comme le premier match, quoi. Il y a quand même eu des belles actions. Disons que j'ai pris plus de plaisir à regarder le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ah, je croyais que tu allais me dire j'ai pris plus de plaisir qu'au premier match. Oui, bah d'accord. Ouais, mais et d'ailleurs, en parlant pour pas faire une dérive sur la F1, mais en parlant du match, j'ai quand même balancé sur Twitter, qu'est-ce qui est pire entre une attaque qui peut pas scorer ou perdre un match parce qu'on n'a pas de kicker? Je n'ai pas la réponse. Moi aussi, bien sûr que c'est perdre un match parce qu'on n'a pas de kicker, c'est évident. Il est bien loin le temps. Tu te rappelles, pendant tout l'été, enfin l'été pour vous, parce que pas pour moi, mais on n'a pas arrêté de dire non, mais de toute façon, les Vikings, on va se les faire, et puis c'est obligé, on bat les Commanders. Alors, franchement, il y a comme une part de malchance dans ce truc-là, parce que le kicker qui 2 années de suite se blesse. Bref, on va en parler. On va d'abord juste, avant ça, vous rappeler que vous avez possibilité de nous soutenir via le Patreon. Et je vais, Thiergo, te laisser, comme d'habitude, expliquer très rapidement en quelques mots comment on fait pour nous soutenir via le Patreon. Alors, le Patreon, patreon.com/onlyagiants podcast. J'ai toujours un doute. Only a Giant sans S podcast, c'est important. Mais oui, mais t'es pas censé partager le truc pour qu'on puisse voir la page? Je l'ai pas là sous les yeux, tu m'embêtes. Et puis tout le monde regarde pas. Il faut que tu le dises parce que tout le monde regarde pas sur YouTube. Alors il y en a qui vont pas voir, alors il faut le dire. Alors. Only a Giant podcast, au singulier. Différents niveaux de souscription, c'est des abonnements mensuels, mais vous n'êtes pas obligé de faire des abonnements mensuels. Et si vous voulez contribuer à la cagnotte pour qu'on puisse recruter un nouvel entraîneur. Je savais que tu allais dire une bêtise. Je savais que tu allais dire une connerie. C'est pas. Il peut qu'on en ait besoin très bientôt. Parce que, c'est. Ah ouais, t'en es là. On a fait des blagues de très mauvais goût en coulisses qu'on ne répétera pas ici. Mais donnez-nous des sous. C'est pour les Giants, c'est pour la bonne cause. On les enverra aux Giants directement. Tout ce que vous nous donnez sera reversé à une association qui s'appelle les Giants de New York. New York Football Giants, established 1925. Et surtout, bienvenue à la 100e saison de Big Blue. Et on remercie quand même. Alors, on va pas lister les gens qui nous soutiennent parce qu'il y en a quelques-uns. Et il faut toujours, et Thiergo l'a dit juste avant, il faut qu'on fasse un petit générique où on met tous les gens qui nous soutiennent derrière. Mais là, 2 petits remerciements spécifiques, notamment Illy. Alors, Illy, il est gentil parce qu'il verse à la cagnotte et en plus, il écrit des articles. Alors, merci beaucoup à lui. Et merci au docteur. Au docteur Doc Gynéco, Doc Gout, qui a refait un très beau versement. Donc, merci beaucoup de ce soutien. Ça nous fait plaisir, malgré ces temps difficiles. Bref, on va parler désormais, je ferme cette fenêtre de Patreon, on va parler donc de ce match défaite. Non, je ne l'ai pas montré. Non, mais parce que j'étais dans un truc que les gens ne doivent pas voir, qui n'est pas la fenêtre. Bref, tu m'embêtes. Arrête de me parler de ça, tu m'énerves. Défaite 21-18, ce match. Alors, il y a souvent eu, la saison dernière, des matchs qu'on aurait dû gagner 100 fois qu'on a perdu. Eh bien, ça y est, c'est de retour, la mode est là. Et surtout, là, on est très fort. Et rappelle-toi, Thiergo, souvent, on disait « Ah, on est fort pour inventer des nouvelles manières de perdre. » Et bien là, on vient d'inventer une nouvelle manière. Ça n'était jamais arrivé que en regulation, donc le temps sans les prolongations. Dans l'histoire de la NFL. Ouais, dans l'histoire de la NFL, qu'une équipe qui marque 3 TD et qui n'en encaisse pas, perdent un match. Eh bien, nous l'avons fait, puisque les Commanders n'ont pas marqué un seul TD, mais ils ont mis 7 field goals, et nous avons mis 3 TD. Et je voudrais, si tu veux bien, parler tout de suite du fait le plus marquant, qui est le plus évident, cette blessure de Graham Gano qui a fait parler, tout le monde dit c'est n'importe quoi, c'est double, c'est débile, et je pense que c'est en partie pour ça que tu dois être énervé contre lui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait jouer notre kicker qui était dans le practice squad ou au moins l'avoir mis dans les 53, sachant que Gano était potentiellement blessé? Je vais te laisser parler, je vais juste dire un truc que j'ai vu après le match.
La blessure qu'il a contractée pendant le match n'est pas la même que la blessure qu'il avait qui potentiellement pouvait le maintenir en dehors de ce match s'il était blessé. Donc c'est une chose quand même qui est importante de noter parce qu'on pourrait dire oui, effectivement, ils sont débiles, ils l'ont fait jouer, il s'est reblessé. Non, il ne s'est pas reblessé, il s'est fait une autre blessure en courant après un joueur. Voilà, donc donne-nous ton avis parce que je pense que tu as un avis bien tranché sur la question. Alors déjà, sur cette question de la blessure qu'il a eue n'est pas celle qui s'est faite lors du match, certes, et il me semble que c'est Dan Degan qui a posé la question à Dabol en disant « Mais est-ce que vous ne pensez pas que la blessure qu'il a eue Allen, c'est ça, hein, et provoqué la blessure aux ischio-jambiers ?» Ce à quoi Dabol a dit « Je ne suis pas docteur ». Alors, une réponse complètement. Il a raison, mais c'est pas lui le médecin de l'équipe. Non, je suis désolé. Il est pas docteur, il est head coach. Et donc, sous sa responsabilité, il y a le staff médical. C'est son boulot de se renseigner auprès du staff médical. Ben oui. Son boulot. Et donc, bien sûr. Le n'a pas eu de réponse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à un médecin sportif qui a travaillé 17 ans à NFL qui dit certes, ce sont des blessures différentes. Mais en fait, quand on a une blessure au membre inférieur et que en fait, on est dans de l'activité très intense, il y a de fortes probabilités qu'on se blesse autre chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que qu'un kicker se fasse les ischio-jambiers, en effet, c'est rare. Ça n'arrive pas souvent. Mais quand tu n'as qu'un seul kicker, tu ne prends pas le risque. Surtout quand la saison précédente, tu lui as eu exactement le même problème. Alors, peut-être pas la même blessure, mais c'était la même chose. Ils se sont dit, oh, c'est bon, il est un peu blessé, ça va le faire. Ils ont fait un risque calculé et ça nous est revenu dans la gueule. Alors, je suis désolé, on est dans de l'amateurisme le plus total. J'adore Dabol, hein. Je trouve que c'est un coach génial. Mais là, sur ce coup, c'est un énorme neuneu de ne pas avoir pris un backup. Parce que, il a 37 ans, il s'est déjà blessé, on a déjà fait un match sans kicker et c'était la merde. Et bah là, c'est revenu. Ouais. Là où je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi dans le sens où je pense que c'est le staff médical, et t'as beau dire, est-ce que vraiment le staff médical est sous la houlette du head coach? Je pense pas, je pense que c'est plutôt du GM. Je pense pas que ce soit le head coach qui soit responsable du staff médical. C'est pas lui qui l'embauche, il n'embauche pas son staff médical, le head coach. Non, mais alors, le fait que le staff médical soit embauché par le GM n'a rien à voir avec ce problème-là. Oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'en termes de fonctionnement pendant la saison, Dabol, il ne va pas demander l'autorisation à Joe Shane de poser une question au staff médical. Non, Dabol, il va directement au staff médical et le staff médical, il est sur la touche avec Dabol. Et en fait, ils sont censés communiquer. C'est comme te renseigner auprès de tes coordinateurs, oui. te renseigner auprès de tes médecins. Je suis d'accord. Thiergo, l'info que tu n'as pas, c'est qu'est-ce que le staff médical a donné comme info à Dabol. Ça, tu n'en as aucune idée. Personne ne le sait. Ils ne nous le diront pas. On ne sait pas. Si le staff médical a dit il est bon, il ne va pas se blesser, on a tout vérifié, il est nickel. Toi, tu dis ah, Dabol, c'est un gros débile de l'avoir fait jouer. Oui, mais il ne va pas jeter sous le bus le staff médical. Mais si c'est ça l'info qu'on lui a donnée, c'est normal qu'il l'ait fait jouer. Maintenant, est-ce qu'il aurait pu se dire bon, dans tous les cas, on met quand même. Je doute très franchement que le staff médical ait dit à Dabol, il ne va pas se blesser, ça va le faire. Parce qu'on a quand même il me semble que le médecin en chef des Giants, c'est Roy Barnes, qui est une pointure dans la ligue. Alors, il ne doit plus être tout frais, le garçon. Là. Il a 95 ans, il est en fauteuil roulant, le pauvre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les Giants, et c'était déjà vrai sous Tom Coughlin, avaient quand même un certain niveau médical qui était quand même assez bon. Pas forcément niveau préparation physique, mais ils étaient assez bons pour déterminer quand des joueurs étaient trop blessés pour être signés. Je pense notamment à Steve Smith, je pense aussi à Victor Cruz. Donc, pour moi, je ne pense pas que le staff médical ait dit à Dabol, non, c'est bon, il n'y a pas de risque. Je pense qu'au contraire, s'ils font bien leur boulot, et à mon avis, ils font bien le boulot, ils ont dit bah oui, il y a un risque, il faudrait faire attention. Et Dabol, en fait, à demi-mois, a quand même reconnu qu'ils ont pris un risque calculé en se disant non, mais en fait, on ne va pas prendre un autre kicker parce que c'est bon, c'est quoi la probabilité qu'ils se fassent les hamstrings en coursant un retour de kick-off? Bah oui, elle est peut-être infime, mais tu peux prendre ce risque si tu as un backup derrière. Tu prends des risques avec le quarterback, mais il y a un backup derrière le quarterback. Tu prends des risques avec les defensive ends. Il y a des backups pour tous ces gens-là. Et là, notre backup, c'était qui? C'était Jamie Gillian, qui n'est pas capable de tirer entre les deux poteaux. Donc, en fait, on ne peut pas tirer. Oui, ok.
Ce truc de la blessure, il peut arriver à tous les matchs. Donc ça veut dire qu'à tous les matchs, tu devrais avoir 2 kickers. Mais ça non. Alors là, tu es dans la mauvaise foi. Mais non, mais attends, mais t'imagines. Attends, Thiago, laisse-moi parler. Tu es en train de nous dire, moi j'imagine qu'ils lui ont pas dit ça parce que je connais Barnes, machin, le mec, alors qu'on est l'équipe la plus blessée de la ligue depuis 20 ans. Moi je le connais, le mec est quand même bon, machin. Ouais, alors là, franchement, moi j'émets quand même des gros doutes vis-à-vis de ce mec-là. Je le connais pas spécialement, mais je suis pas. Voilà. Après que tu dises oui, il peut se blesser, machin, oui, mais ça peut arriver à tous les matchs. Ok, moi, pour moi, le plus gros problème, c'est que Jamie Gillan. Les autres, je veux dire, pendant des années, on a des kickers qui en fait se pointent en pleine santé au match, il n'y a pas de problème. Là, il se blesse le samedi pendant l'échauffement, il n'est même pas capable de tirer. C'est quoi ce Beans? Non mais d'accord, ok. Moi je suis juste pas d'accord pour dire qu'il faut absolument mettre tout ça sur la faute sur les épaules de Daboll. Et peut-être que malheureusement, c'est vrai qu'il a pris un risque qui, à mon avis, était effectivement mesuré. S'il n'avait pas à courir après ce gars-là, à mon avis, il se blessait pas. Alors après, s'il se blessait quand même, bon, on n'en sait rien. L'histoire on pourra jamais savoir. Mais si par contre là, il s'était blessé vraiment en faisant un kick comme l'année dernière et tout, là, c'était la honte. Pour le coup, là, c'est vraiment quelque chose de différent. Moi, je suis pas d'accord de jeter la pierre sur Daboll. Deux fois, quoi. Ça, par contre, c'est vraiment, pour moi, c'est en partie un manque de chance quand même. Malgré tout, tu peux dire ce que tu veux. Non. Là, au bout d'un moment, l'année dernière, c'était un manque de chance. Je suis d'accord avec toi. Quand tu ça te revient 2 fois de suite et que tu as la même chose qui arrive, c'est qu'en fait, tu n'as pas retenu la leçon. Et là, pour le coup, et en fait, d'ailleurs, c'est un problème avec le staff de Daboll, parce que c'est pas qu'au niveau des kickers, il y a d'autres joueurs. Il me semble qu'année dernière, alors j'arrive plus il y avait un défenseur. On n'arrivait pas à mettre sur le terrain. Enfin, au niveau. Ah non, pardon. Je pensais à Evan Neal. Evan Neal, non, pas Evan Neal, excuse-moi. Andrew Thomas, que Daboll a continué à faire jouer alors qu'on se prenait un 40-0 contre les Cowboys et qui a aggravé une blessure et qu'on a perdu pendant 4 semaines. Alors, bien entendu, c'est le jeu. Tout le monde peut se blesser. Mais au bout d'un moment, il faut être aussi un peu malin avec ses ressources humaines. Parce que c'est ça aussi du football, c'est des ressources humaines. Tes joueurs, ils ne te servent à rien s'ils sont à l'infirmerie. Bon, écoute, moi je suis moins vindicatif. Il nous faut un peu de controverse dans ce podcast. Mais bien sûr, mais c'est très bien de ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème. Mais aucun souci. Moi, j'ai pas eu de problème à ce qu'on ne soit pas d'accord. Et on n'est pas d'accord sur ce point-là. Toujours est-il qu'on s'est retrouvé bien dans la merde sans un kicker. Ça nous a coûté. Alors, si on calcule, ça nous coûte 3 points de conversion qui nous amenaient à 21-21 déjà. Parce que quand même, on perd 18-21. Si on met les 3 conversions, ça nous fait 21-21. Donc le match, on ne le perd pas. Et ce kick à la fin où on est obligé de jouer une 4e tentative qui en plus était bien joué, où Jones fait une belle action et il l'envoie dans les mains de Malik Nabers qui a été très bon tout le match et qui fait un drop malheureusement. Bon. Donc en fait, elle nous coûte 6 points et avec ces 6 points-là, on gagne le match. C'est pour ça que je dis que 3/4 du temps, on doit gagner ce match-là. Malheureusement, c'est un peu triste. Je vais vous partager les stats quand même, qu'on regarde un petit peu ce que nous a donné ce match. Pour moi, un des points qui était très important, c'est est-ce que Jones arrivera à rebondir par rapport au match catastrophique qu'il nous a fait la semaine dernière? La réponse est oui. J'étais assez étonné quand même de lire que sur LinkedIn, n'importe quoi, sur Twitter, sur X, beaucoup de gens disaient ouais, mais il est rincé. Alors il y a une action effectivement où il envoie un truc en double ou triple coverage sur Robinson alors que tu as Malik Nabers qui passe devant lui, etc. Oui, il y a cette action-là. Mais globalement, il n'est pas parfait. Je ne dis pas qu'il est parfait, etc. Mais globalement, il nous fait un match qui est quand même correct. 16 sur 28, 178 yards, 2 TD, 0 interception, pas de fumble. Franchement, on peut pas dire que. En tout cas, c'est pas à cause de lui qu'on perd ce match. Clairement pas. Je trouve qu'il fait un match correct. Et oui, quand je vois dans la ligue des quarterbacks à la Kyler Murray qui évite 25 sacs, et quand tu vois Jayden Daniels en face de nous, il fait un super match, il évite des sacs, il fait des belles passes, machin. Oui, Daniel Jones, c'est pas un top 5 QB, et là, peut-être qu'il est un top 20, j'en sais rien, top 15, je sais pas, et sur ce match-là, il fait un rating de 100, je trouve qu'il fait un match correct. J'étais quand même assez étonné de voir des gens qui disaient qu'il a fait un match pourri, machin. Quel est ton avis toi, sur ce match? Je trouve qu'il s'est quand même bien relancé, c'était pas évident, moi j'y croyais pas qu'il allait faire un match très correct, un match solide. Je trouve que ça a été le cas dans ce match-là. Alors, il faut quand même dire que Daniel Jones, historiquement, contre les Commanders, il y a beaucoup de réussite, puisqu'il a un bilan de 5 victoires pour 1 défaite et un match nul. Maintenant, c'est 2 défaites.
Alors, je suis d'accord avec toi. C'est pas du tout un match pourri. C'est pas non plus un match exceptionnel. C'est un bon match. Parce que, bon, 8 passes loupées sur 28. Non, je sais pas compter. 12 passes loupées, pardon. Excusez-moi. 12 passes loupées sur 28, ça fait quand même un peu beaucoup. Mais il faut pas oublier que certaines d'entre elles étaient très attrapables et n'ont pas été attrapées. Et aussi quelque chose d'autre qui n'est pas passé la barre des 200 yards, les Giants ont eu 22 minutes de temps de possession. Exactement, j'allais l'évoquer. Alors que c'est 38 minutes pour les Commanders qui ne se faisaient pas sortir du terrain par la défense. On parlera de la défense plus tard, mais si on se concentre sur Daniel Jones, moi j'ai trouvé qu'il bougeait plutôt bien dans la poche. Il y a eu un moment où en fait j'ai trouvé qu'il s'était un peu jeté dans les bras du défenseur. Il y a eu cette erreur dont tu as parlé où il a lancé un triple coverage alors que Matt Numbers est juste devant. Mais bon, ça, le problème, c'est que quand tu vois ça pour Jones, tu te dis ah ouais, mais c'est tout le temps comme ça, alors qu'en fait, ça arrive tout le temps au QB lambda. Je ne parle pas du top 5, top 10, mais généralement les QB lambda, et c'est ce qu'est Jones, au mieux en tout cas, c'est que de temps en temps, ils vont louper un gars qui est débarqué. Ça arrive. Et puis, 2 TD, ouais, 2 TD, c'est quand même pas mal. On a le premier TD de Malik Nabers. Il faut savoir que sur les 28 passes, il y en a 18 qui sont pour Malik Nabers. On avait reproché justement à ce que, lors du match précédent, qu'il n'y ait pas suffisamment de tentatives sur Malik Nabers. Là, je peux vous dire qu'il y en a eu une bonne dose. Et ça a bien marché puisque il y a 10 passes, comme on voit, 10 passes, 127 yards, 1 TD, pas mal de grosses conversions de la part de Malik Nabers. Donc, on commence à voir cette bonne connexion Jones-Nabers qui se met en place. Donc ça fait plaisir. Mais en fait, ce qu'on remarque, et ça nous permet peut-être de faire une transition vers Devin Singletary, sauf si on veut parler un peu plus du jeu de passe, mais c'est que Nabers comme Singletary ont eu d'excellents matchs, mais ils ont chacun fait une énorme bourde avec une passe droppée sur une 4e tentative pour Nabers, et il s'en veut terriblement. Et comme je disais sur Twitter, quand on voit son langage corporel, tu sens en fait qu'il est vraiment affecté par ça et qu'il ressent le truc. Moi, je le compare à un Kadarius Toney, où Kadarius Toney, c'était jamais de sa faute. Il se serait marré, quoi. Il aurait rigolé, quoi. Ouais, voilà, quoi. Donc plutôt pas mal. Enfin, je veux dire, par rapport à cette réaction. Et Devin Singletary aussi, qui fait un excellent match, mais qui a un fumble très coûteux. C'est con parce qu'il fumble coûteux juste à la sortie du vestiaire où on fait un bon drive, on récupère, enfin on a le ballon pour entamer la deuxième mi-temps et il fait un bon drive et sur une grosse course, il laisse le ballon à l'intérieur, le mettre le long de la ligne et il le tient pas bien. Et t'as Benjamin Saint-Just, je crois, ça doit être un Canadien d'ailleurs, ce mec qui doit parler français, qui met un coup de poing dans le ballon très bien placé, très très bien joué de sa part et le ballon qui vole et malheureusement c'est recouvert par les Commanders, donc ça c'est vrai que c'est dommage. Mais il fait un gros match, Singletary. 16 courses, 95 yards. Enfin, il y a vraiment eu des beaux trous et on en parlera de la ligne offensive aussi. Je voulais juste rajouter un tout petit truc, c'est les receveurs, on n'a pas visé les tight ends du tout. Et c'était sûrement le plan de jeu qui était comme ça, mais c'est très bizarre de voir seulement 4 receveurs dans ces stats-là. En général, on en a beaucoup plus. D'ailleurs, on le voit côté Washington, il y en a beaucoup plus. 4 receveurs là-dedans qui ont été visés, c'est très peu. C'est assez rare pour le signaler parce que normalement, on vise beaucoup plus de joueurs différents. Donc là, oui, il y a quasiment tout qui a été monopolisé par Malik Nabers, mais c'est aussi, on a joué un peu sur la faiblesse des cornerbacks côté Washington. Le seul truc quand même que je reprocherais à Jones quand même, donc outre cette passe, il y a eu des ratés, des passes ratées, etc. Mais globalement, c'est sur les passes longues où je l'ai trouvé pas très bon. Les passes étaient... Il y a eu plusieurs jeux peut-être qui n'étaient pas parfaitement bien appelés aussi, où c'est toujours été des tracés un peu similaires. Il n'y a pas eu de longs tracés post, par exemple. Ça a toujours été des tracés fade pour éviter les safety. Et là, je trouve que les passes n'étaient pas exceptionnellement bien lancées. Mais sur les tracés courts, où il avait été très mauvais l'année dernière, les passes qui arrivaient derrière, là, c'était plutôt bien dans l'élan, etc. Et on a vu plusieurs fois, d'ailleurs, Malik Nabers faire des tracés shallow cross où il passe devant le QB
Et il va gagner des yards derrière. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une collision en fait, entre souvent un linebacker et un corner parce que le receveur passe devant en fait, les linebackers et donc le corner, il est pris dans le trafic. Et ça, c'était très bien joué. Ça, c'est des jeux que souvent j'ai vu faire contre nous, qu'on encaissait, que notre défense encaissait et que nous, on faisait rarement. Et là, on l'a vu très bien. Et Malik Nabers qui gagne du yard after catch, qui a été très bon là-dessus. Et sur les tracés moyens aussi, à la fois sur Darius Slayton et sur Nabers, sur des tracés où Nabers part au fond, puis finalement, il fait un stop, il s'arrête et la balle arrive complètement dans le bon timing. Des longs hitch, ouais, ça c'était bien joué. Sur Malik Nabers aussi, il me semble que c'est le drive. Donc, petit truc, tu évoquais le temps de possession. Donc, effectivement, en première mi-temps, on a eu la balle, 2 drives avant le 2-minute warning. Seulement 2 drives en, 28 minutes. C'est un truc de ouf. Donc, on récupère un 3e drive dans les 2 minutes warning et on va marquer juste avant la mi-temps. Ça, c'était un très beau drive qui a été très bien mené. Je crois que c'est dans ce drive-là où Malik Nabers, il fait des tout petits tracés stop, où il attrape la balle et il met 2 fois de la même manière son corner dans le vent, où il arrive à attraper la balle, il plante le pied, il repart de l'autre côté le long de la ligne de touche, et alors qu'il était censé gagner 4 yards, en fait, il en gagne 12 ou 13, parce qu'il est ultra athlétique, quoi. C'est vraiment, je feinte, j'attrape la balle et je me retourne de l'autre côté et le corner se fait avoir. Ça, c'est magnifique et il le fait 2 fois de suite sur le même drive. J'ai trouvé ça extrêmement impressionnant et c'était très beau de le voir faire ça et ça fait du bien d'avoir un receveur comme ça dans l'effectif. Ah ouais, il battait complètement son vis-à-vis à tel point qu'au bout d'un moment, je ne sais plus comment s'appelle le cornerback numéro 1, enfin celui qui porte le numéro 1 chez les Commanders, mais il a dû aller à la faute. Et justement, quand les cornerbacks en fait n'ont plus que ce choix-là que de tenter de bousculer un peu le receveur pour le couvrir, ça montre bien que le receveur domine. Donc, non, c'est vraiment cool de voir que cette connexion se passe bien. Je pense aussi, ce qui a beaucoup aidé, tu l'as un peu évoqué, c'est la ligne offensive. Ouais, c'est le dernier point qu'il fallait évoquer. Ouais. Vas-y. Voilà. Et bon, alors, le pass rush, sans dire que le pass rush des Commanders c'est complètement inexistant, c'est pas non plus du pass rush de haute volée, mais par contre, ils ont un intérieur de ligne défensive très bon. L'intérieur était très bon et l'intérieur de notre ligne offensive a été très bon aussi. Justement, c'est là où c'est très intéressant. C'est que le centre, John Michael Schmitz et les 2 gardes ont été très bons puisqu'ils ont vraiment réussi à tenir cet intérieur de ligne défensive qui est extrêmement fort chez les Commanders. Alors que le précédent match contre les Vikings, John Michael Schmitz et Van Roten n'avaient pas été super bons. Donc là, ça s'est bien amélioré. C'était ce qu'on voulait voir. J'ai hâte de voir Talking Giants. Ils font des bonnes analyses de la ligne offensive. Ouais. J'aime bien ça. Si vous ne connaissez pas, allez chercher Talking Giants sur Twitter ou sur YouTube et vous verrez ces analyses. Et puis après, comme tu l'as dit, tu l'as déjà évoqué, à la course aussi, ça a ouvert des énormes brèches. Bien sûr. On va pratiquement aux 100 yards. Si tu rajoutes les runs de Daniel Jones, on est à plus de 100 yards de course. Voilà. Donc, globalement, c'est une escouade offensive qui a fait du bon boulot, mais vu qu'elle n'était pas souvent sur le terrain et qu'elle a commis quelques petites erreurs à des moments clés du match, on n'a pas marqué autant qu'on l'aurait dû parce que, mine de rien, même s'il marque 21 points avec des field goals, on se dit qu'on aurait peut-être dû marquer quelques TD en plus. Ah oui, bien sûr. Le drive où le drive où il y a fumble, on peut aller marquer. Et le drive où en toute fin de match où on a l'occasion de maintenir notre avance et de gagner ce match-là, on rate et finalement on leur laisse la possibilité de gagner ce match ce qu'ils ont fait. Donc oui, c'est clairement un match où on peut aller chercher les 30 points s'il n'y a pas ces toutes petites erreurs. Mais globalement, la O-line a quand même été vraiment intéressante. Souvent, Daniel Jones a eu du temps pour lancer. Souvent, il y a eu des brèches pour gagner des beaux gains. Et après, Singletary, il fait aussi un bon taf parce que c'est pas non plus tout le temps des trucs où il y a des boulevards gigantesques, mais il a fait des belles courses parce que c'est quand même un bon running back. Et on a eu beau dire ce qu'on veut, ça fait plaisir d'avoir un running back comme ça malgré tout. Et oui, il n'est pas aussi fort que Saquon Barkley, mais ça reste un très bon running back. Sur les stats, en face, donc effectivement, ils n'ont pas un pass rush incroyable, mais comme je disais, c'est surtout l'intérieur de la ligne qui est bon. Ils nous font qu'un seul sac, tu vois, avec 4 QB hits. Donc c'est quand même un beau match de la ligne offensive et on a vraiment l'impression que on avait un match qui était OK le match dernier. Là, ils ont encore passé une étape.
Après, bon, on verra comment ça se passe contre des équipes qui ont des lignes défensives encore plus fortes, mais ça fait plaisir et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cet ancrage en fait qui commence au niveau de la ligne offensive et qui peut nous servir de base pour faire des beaux drives et donc là, on est vraiment à ce niveau-là et donc ça, c'est cool et c'est rassurant pour la suite. Et à l'opposé, nous, notre défense, eh bien, comme tu le disais tout à l'heure, on a eu du mal à les arrêter à la course et ils nous ont mis que des gigantesques drives tout du long. Et ça, c'est assez inquiétant. On n'a pas réussi. Alors, on n'a pas réussi, c'est pas vrai. On a réussi à les arrêter. On était censé les avoir arrêtés, mais il y a eu une fois une pénalité et une fois une pénalité qui n'aurait pas dû être sifflée parce que là, pour le coup, tu as Zach Ertz qui éclate Drew Phillips. Alors que le pauvre, il n'a rien demandé, juste il se fait éclater et puis il lui siffle une pénalité dessus alors qu'on avait réussi, Brian Burns avait réussi à saquer Jayden Daniels. Mais globalement, ouais, le jeu au sol nous a fait vachement mal et on a eu vraiment du mal à les contrer, ce qui fait qu'ils ont fait des drives très très longs et ce qui fait qu'on a eu la balle que 3 fois en fait en première mi-temps, quoi. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut reprocher à cette défense, même si au final, elle n'encaisse pas de TD. Merci beaucoup à la ligne offensive des Commanders qui a fait beaucoup de faux départs dans la red zone. Mais je ne sais pas comment tu évalues ça, ce manque de réussite et de réussir à vraiment les faire sortir du terrain. C'est problématique quand même. Ouais, c'est-à-dire que là, on voit un style de défense complètement différent entre Shane Bowen et Wink Martindale. Wink Martindale, c'était on va vous envoyer des blitzers de tous les côtés, ce sera différent, etc. Shane Bowen, c'est le bend but don't break. Donc, on cède du terrain, mais on ne concède jamais de TD. Perry Fewell était pareil avant Wink. Et le coordinateur qu'on avait avant, Graham, je crois il s'appelait. Ah oui, non, pardon. Oui, je pensais, je me suis emmêlé les pinceaux. Je pensais en fait à Patrick Graham. Perry Fewell, c'était encore avant et c'était un peu catastrophique. Perry Fewell, c'était le Super Bowl 2011, Super Bowl 46. Et en fait, le souci de cette stratégie de Shane Bowen, qui pour moi m'a quelque peu surpris parce que pendant l'intersaison, on avait quand même lu pas mal de trucs sur le fait que la défense des Titans c'était une bonne défense contre la course, que c'était une défense qui était assez solide. Bah, il y a eu 2 problèmes. Déjà, Brian Robinson a fait le meilleur match de sa carrière, avec, je crois, la course la plus longue de sa carrière, qui est une course de 40 yards. Donc on n'arrivait pas à le mettre par terre. Parfois il était dans la mêlée et personne ne le foutait par terre. Sur 4e et 1, ça fait chier. Ouais. C'était au 3e et 1 où il est caché derrière, puis d'un coup il va gagner 40 yards. Tu te dis, c'est pas possible. Ah ouais, non, c'est démoralisant. Et puis pour Jayden Daniels, je trouve qu'on l'a très mal abordé dans le sens où sans lui laisser trop de temps pour faire des passes assez faciles, ce qui fait qu'il avait quand même une fiche assez propre puisqu'il fait 23 passes complétées pour 29 tentées, 226 yards. Il fait un beau match. Et puis quand on le rushait sans le contenir. Mais comme il a des jambes, le petit, eh ben, il court super vite et en plus, il se laisse pas plaquer facilement. Donc il est quand même. Enfin, tu vois, je me dis, bordel, si on avait drafté Jayden Daniels, ça aurait été une énorme upgrade par rapport à Daniel Jones. Donc ouais, il est impressionnant et ça va être un problème pour nous. Au match retour, il va vraiment falloir changer la stratégie, en tout cas l'adapter pour au moins savoir contenir Jayden Daniels. Pourquoi pas lui envoyer un peu plus de blitz pour le forcer à commettre des erreurs plus tôt. Parce que là, moi je trouvais qu'il avait généralement un peu trop de temps. On a quand même eu un Kayvon Thibodeau qui a mis quand même pas mal de pression, même si Brian Burns est toujours décevant. On attend de voir ce qu'il est capable de faire. Mais quand il a fait un sac, il a été annulé à cause d'une faute, malheureusement. Donc, ouais. Et Thibodeau, moi j'ai trouvé qu'il avait été intéressant sur ce match. Non, Thibodeau, il a été plutôt bon. Il a mis beaucoup de pression. Il n'a pas saqué, mais il a mis beaucoup de pression, c'est vrai. J'ai vu des stats. C'est un de ses meilleurs matchs en termes de pression mise sur le QB. On a quand même réussi à le saquer. Attends, je vais regarder le nombre de sacs qu'on a fait, mais on fait 5 sacs quand même sur le match. Il y a notamment un drive où on le sac 2 fois. Et effectivement, il va nous mettre un first down derrière à la course sur le 3e down. Ça fait un peu chier. Mais globalement, on l'a quand même. Je dirais pas qu'on l'a vraiment muselé à 100%, mais il gagne que 44 yards à la course sur 10 courses. Je crois qu'il fait plus que ça sur le match aller. Et surtout, il arrive vraiment à échapper à des plaquages. À un moment donné, tu as Micah McFadden qui arrive lancé comme une balle et qui le rate. Il fait quand même un bon match, McFadden, je trouve, dans l'ensemble. Mais ça, tu n'as pas le droit quand tu arrives lancé. Il n'y a aucune personne qui te bloque. Il n'y a plus que toi et le QB. Et il n'arrive pas à le plaquer. Ça, c'est vraiment dommage. On aurait pu faire plus de sacs que ce qu'on a fait. Mais 5 sacs, ça reste quand même un match franchement plutôt OK pour notre pass rush.
Même, tu vois, finalement, la protection contre la défense contre la passe, alors oui, il met 226 yards, mais si tu regardes leur meilleur joueur, Terry McLaurin, et ben en fait, il a été plutôt bien muselé par Deontay Banks parce qu'il fait que 6 réceptions, 22 yards. Deontay Banks, plutôt bon match aussi, je trouve. Et pour moi, la grosse satisfaction que j'ai trouvé très très bon, et on l'avait déjà dit au premier match, c'est Andrew Phillips. Putain, ce mec, il a peur de rien, il va casser la gueule à tout le monde. Il va plaquer des mecs pour des plaquages pour perte et tout. Il fait pas un sac sur ce match-là d'ailleurs. Attends. Andrew Phillips, 12 plaquages, 7 solos, 1 sac, 2 plaquages pour perte. Enfin, il est un QB hit. Il est incroyable ce mec. Pour moi, il a joué comme un linebacker. Il a joué comme un linebacker, en plus d'être slot corner, bien entendu. Donc, tu le voyais partout. Le 22, puis même parfois, j'en arrivais à confondre avec Adoree Jackson parce que 22, c'était le numéro d'Adoree Jackson. Ouais, je me suis trompé aussi, moi aussi. Il était absolument partout. Il n'a pas fait tous les snaps. Pourtant, le seul rookie à avoir fait tous les snaps, c'est Tyler Neville, qui, je trouve aussi, c'est moins fait remarquer, mais a bien tenu la baraque. Mais Drew Phillips, en fait, c'est marrant parce que quand il a été drafté, bon, alors moi, je ne connais jamais les joueurs au-delà du premier tour, de toute manière. Mais quand il a été drafté, beaucoup d'analystes disaient que c'était un très bon pick. On l'a eu au 3e ou 4e tour? 3e tour? 3e tour. Et moi, j'avais plutôt entendu que les gens disaient que c'était pris trop tôt et qu'il ne valait pas ce truc-là. C'est ce que j'avais entendu. De toute façon, ça dépend toujours de qui t'écoute. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, je n'attendais pas forcément grand-chose de Drew Phillips. Et puis là, il est en train de nous faire quand même... tu vois, il a provoqué un fumble lors du premier match. Là, et tu sais que c'était sa première action, j'ai entendu, c'était sa première action en NFL quand il provoque le fumble. Donc il fait une entrée en matière en NFL qui est quand même excellente. Donc à surveiller sur la et il y va à fond, quoi. Lui et Tyler Nubin, mec, ils ont peur de rien, quoi. Et il le dit à un moment, je sais plus quel podcast j'écoutais, mais il disait, ouais, moi, quand il provoque le fumble, il dit, est-ce que tu te rappelles comment t'as fait? Il dit, non, j'ai juste été péter la gueule du gars et je me souviens même plus comment je provoque le fumble. Enfin, le mec s'en fout, il veut jouer au football et il veut être, et Tyler Nubin, c'est pareil. Et pour l'instant, très honnêtement, alors, c'est que 2 matchs. Ok, on va pas s'enflammer. Mais notre tour numéro 1, 2 et 3, c'est impact direct dans tout ce qui se passe. Ça, et en plus, Theo Johnson, qui est le linebacker qui a le plus joué, le tight end qui a le plus joué, même s'il n'a pas fait de réception de passe, mais on lui a pas lancé de ballon. Mais c'est lui qui a le plus joué. J'ai l'impression que pour l'instant, on lui fait confiance pour bloquer. Donc pour l'instant, c'est très intéressant ce qu'on voit et des joueurs qui, à peine draftés, ont déjà un énorme impact sur notre équipe. Mais bon, globalement, c'est vrai que c'est quand même problématique ce manque de réussite contre la course. Alors aussi, juste pour un petit peu mettre en perspective la performance de Jayden Daniels, quasiment toute la première mi-temps, il envoie que des passes très courtes, des screens, vraiment des mini-passes qui fonctionnaient bien. On a eu du mal à les contrer. Alors, on a eu des actions, on fait des plaquages pour perte, mais globalement, ils ont quand même réussi à progresser. Il n'a pas pris des énormes, tu vois, il n'y a pas eu des passes ultra longues. Il y en a eu sur Zach Ertz 2 ou 3, mais il n'y a pas eu des gigantesques passes. Et en première mi-temps, et leur plan de jeu, c'était clairement, on fait des petites passes courtes. Donc, il a eu quasiment toutes ses passes complétées, mais forcément, quand tu lances derrière la ligne de scrimmage, c'est forcément plus facile de compléter tes passes. Ouais. Voilà, ils ont eu. Ah oui, puis j'avais oublié leur joueur, la Frankie Louvoul, le linebacker. Putain, il a éclaté Nabers à un moment donné. Il a été dans la blue tent. On s'est dit, ça se trouve, c'est commotion et tout. Non, finalement, il est revenu Nabers et il a continué de faire ce qu'il sait faire de mieux. Mais c'est vrai que ce Frankie Louvoul, là, putain, le mec. Bah ouais, c'était assez limite. Ça reste peut-être l'épaule, mais c'est. Pardon? Ça n'a pas été flagué. Non, pas du tout. Non, ça n'a pas été flagué. Voilà. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus. Ils n'ont pas punté une seule fois, effectivement. Et ils ont un espèce de. Leur kicker sorti de nulle part qui nous met 7 sur 7. J'eus espéré qu'il en loupe au moins un, mais non, le mec a tout réussi. Voilà. Et Jamie Gillan qui a été bon, hein, qui a fait sur ses punts, en tout cas, qui a été bon. Sur le seul kick qu'il a tenté, il a été un peu moins bon. Voilà. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter sur ce match, Thiago? Pour moi, on devait gagner ce match. C'est triste qu'on gagne pas. C'est pas normal qu'on gagne pas. On aurait dû gagner. Bien sûr qu'on aurait dû gagner. Surtout que on avait. Il suffit de regarder le programme des Giants après. Ça va pas être joyeux. Ouais, alors les Browns, pour le coup,
Ils sont moins forts que ce que j'imaginais. Leur attaque n'est pas Non. incroyable non plus. On va arrêter ça tout de suite. Hein. On va arrêter de dire ils sont moins forts parce que même les moins forts, on n'arrive pas à les battre. De toute manière. Attends, j'ai pas dit qu'on allait les battre. J'ai dit ils sont moins forts que ce que j'imaginais. Donc ça paraît plus accessible. Et tu sais, il y a des surprises tout le temps. Ils sont de toute manière plus forts que nous, parce que nous, on arrive à battre ni les Vikings ni les Commanders. À part les Panthers, je vois pas qui est plus nul que nous, de toute façon, pour l'instant. Donc, et les Panthers sont vraiment très nuls. Bryce Young, je sais pas si tu as vu, mais Bryce Young, mec, ça a l'air d'être un calvaire, sa carrière. Ouais, mais tu vois, d'ici novembre, ils ont le temps de changer de QB, ils ont le temps de se rattraper, et puis on se prendra une branlée à Munich. Hein. Ouais, alors là, j'y crois pas. Mais... En tout cas, le truc, c'est que tant qu'on n'aura pas gagné des matchs, moi, je vais arrêter de dire qu'on va gagner des matchs parce que ces Giants-là n'en sont pas capables, hein, tant au niveau de l'organisation du roster qu'au niveau de la défense et plein d'autres choses. Donc, il va falloir se reprendre parce que c'est ce que j'ai aussi dit sur Twitter. On a beau tous détester Pat Leonard, et quand Pat Leonard demande à Brian Daboll s'il s'inquiète pour son boulot et que Daboll lui jette le flingue du regard en disant comment oses-tu me poser cette question? Bah oui. Mais parce que c'est un gros naze. Mais Pat Leonard, c'est un gros naze et c'est le premier à poser ce genre de questions. Mais ça aurait été, je veux dire, ça aurait été Pat Leonard, ça aurait été toi, ça aurait été la mère d'Ili Silly. Je pars en couille, désolé. Non, mais je veux dire, c'est que la question aujourd'hui, elle est entièrement légitime. Quand tu vois le déroulé de la saison dernière et quand tu vois le début de cette saison, bah oui, c'est pas illégitime de se dire. Du coup, Daboll, ça se passe comment là? Parce que ça devient un peu chaud. Ça devient un peu chaud. On est à 0-2. On n'a rien montré sur le terrain qui soit. Si, Nabers nous a montré. Nabers et Drew Phillips nous ont montré de bonnes choses. Mais en tant qu'équipe, il y a encore du boulot. Moi, je suis. À un field goal près, mec, t'avais pas le même discours. Je suis pas d'accord. Parce que ce match-là, on le perd. Tu vois très noir les choses. Moi, je trouve que le contenu du match est quand même. On s'en fout de ce qui se passe à un field goal près. Moi, je te parle de la réalité. Je te parle pas de l'univers parallèle où les Giants ont gagné ce match. Dans cet univers parallèle, peut-être que Gauthier de l'univers parallèle est super content. Mais là, aujourd'hui, dans la réalité actuelle, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Hein. Non, mais moi je trouve que dans le contenu, mec, on est 0-2, on est 4e de la NFC East, on se fait rouler dessus par les Commanders, ça devrait. Non, on se fait pas putain de rouler dessus, bordel de cul, on se fait pas rouler dessus, tu peux pas dire ça, t'as pas le droit de dire qu'on s'est fait rouler dessus. 133 yards à la course, plus 44 yards de leur QB, on n'a pas le ballon pendant 40 minutes du match, on se fait battre à coups de field goal alors que nous on marque des TD, excuse-moi, c'est une honte. Il n'y a pas d'autre terme. C'est une honte pour les Giants. Que ce soit une honte de perdre ce match. Dans l'histoire de la NFL depuis 1920. Ça n'est jamais arrivé. Et on l'a fait. Et vous me connaissez. Je suis d'habitude extrêmement positif. Mais là, quand je vois ça, ça m'a pas. Mon Dieu. Je suis pas d'accord avec toi. Tu peux pas dire qu'on s'est fait rouler dessus. Ce match-là, on doit le gagner. C'est honteux qu'on ait perdu, oui. Mais on ne s'est pas fait rouler dessus, je ne suis pas d'accord. Et si on avait pris 40-0 et que le match était la même physionomie que la semaine dernière, on n'a pas existé du tout, je serais 100% d'accord avec toi. Maintenant, je trouve que ce n'est pas le cas. Il y a une histoire de kicker, que ce soit la faute de Daboll ou pas, peu importe. Dans tous les cas, oui, il y a eu ce problème-là. Si on avait un kicker, on gagnait ce match. Donc, tu ne peux pas dire qu'on a roulé dessus. Moi, je pense que on a eu un niveau qui est... Enfin, on s'est pas fait... Ils ne nous ont pas roulé dessus. 21-18, quand on n'a pas de kicker, tu ne peux pas dire qu'ils nous ont roulé dessus. Voilà. Alors, justement, qu'est-ce que tu préfères entre boire un bol de morve le matin. Entre 40-0 contre les Cowboys ou 21-18 contre les Commanders. Mais 21-18, bien sûr, mec, évidemment. Avec le contenu que j'ai vu, 21-18, on met 3 TD. Elle est pire que le 40-0. Parce que le 40-0, tu dis, bon, on a été nul. Il n'y a aucun regret de toute manière. Là, on a perdu parce qu'on n'est pas capable d'avoir un kicker en bonne santé sur le terrain. Ben oui, et ben, je préfère largement ça. Au moins, là, tu sais pourquoi tu as perdu. Quand tu te prends 40-0, là, tu te dis, on est tous nuls, tout le monde est nul. Là, tu te dis, ok, il y a eu des défenseurs qui ont bien joué. Il y a eu Malik Nabers qui a bien joué. Jones a fait un match qui était correct. La O-line a été bonne. On a dit plein de trucs positifs et tu me dis, franchement, je préfère être 40-0 que ça. Je te parle de prestations globales, mais ce que je veux dire, c'est que là, cette erreur de kicker, c'est du même acabit que Joe Judge qui demande un QB sneak dans notre end zone. Donc, c'est
C'est de l'amateurisme. Ça, c'était vraiment la honte, sans déconner. C'était quand même vachement différent. Bon, écoute, on n'est pas d'accord sur ça. Toi, tu trouves que ce match était vraiment déprimant ou quoi que ce soit. Moi, oui, la fin est déprimante. Et oui, de perdre comme ça, c'est déprimant. Mais sur le contenu, moi, je trouve qu'il y a des choses encourageantes et qu'il y a des bases sur lesquelles s'appuyer. Et rien que le fait, mec, qu'on ait une O-line qui arrive à tenir. Prestations individuelles et prestations collectives ne sont pas exclusives l'un de l'autre. Tu peux très bien avoir des prestations individuelles qui sont positives, et on en parlait, et ça, je vous raconte tout à fait. Mais au final, avoir des gars qui font plein de réceptions si tu vas perdre le match, Oui. On s'en branle. Non, bien sûr. Que Nabors nous fasse 350 yards, 15 TD, mais qu'on perde le match, on a quand même perdu le match. Oui, mais donc toi, tu préférerais qu'il fasse une réception 4 yards et qu'on perde le match 40-0. Ouais. Tu trouverais ça plus encourageant? Non, on n'a pas la même vision des choses. Je préfère qu'il fasse une réception 4 yards et qu'on gagne le match. Évidemment, moi aussi, à la fin de l'histoire, je préfère ça. Bien sûr. Qu'il soit capable de marquer des field goals et des XP. C'est chiant, mais dans un match perdu, entre un match perdu et un match perdu, je préfère qu'on ait des joueurs qui font des bonnes prestations et qui aient des choses encourageantes. Mec, je suis tellement heureux de voir cette O-line tenir un tout petit peu, franchement, que ça passe tout. Je ne vais pas me satisfaire d'un match perdu. Encore une fois, bien sûr que je suis tout à fait prêt à reconnaître les prestations individuelles qui ont été bonnes et on les a félicitées, c'est super. Mais au final, c'est pas ce qui compte. C'est pas ce qui compte. Parce que si tu n'as que ça, ça ne sert à rien. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Oui, moi je pense que ce match-là nous donne des bases, et au moins en attaque, sur lesquelles s'appuyer avec des bonnes choses sur la suite. Oui. Et je dis pas que Jones est notre QB du futur, je dis pas ça. Je dis juste qu'il y a un cœur qui est là de choses intéressantes. Non mais j'espère, j'en fous partout. J'espère que tu as raison. En effet, ça donne de bonnes bases, mais le fait est qu'après 2 semaines, et encore une fois, je suis quelqu'un de plutôt positif. Hein. Mais d'habitude, hein, ça fait longtemps que je la supporte cette équipe. Mais après 2 semaines, quand tu commences comme ça, tu te dis la saison va être longue. La saison va être très très longue. Donc, c'est pour ça que je dis, tant que les Giants ne m'auront pas prouvé qu'ils sont capables de gagner, et ils ne l'ont pas prouvé, eh ben je dirais pas qu'on est capable de battre les Browns. Et puis après, tu vois, il y a Cowboys, Seahawks, Bengals. Cowboys qui se sont fait découper par les Saints. Ouais, oui, mais bon, les Saints, ils sont bons. Oui, mais ils sont bons. L'année dernière, ils étaient moyens, quoi. Et cette année, bon, effectivement, ils ont une attaque assez incroyable cette année. Écoute, chaque semaine, les choses sont différentes. Je dis pas qu'on va gagner. À chaque fois, on ne sera jamais favori. Mais pour moi, c'est pas impossible de battre les Browns ce week-end. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je dis pas qu'on va le faire. Je dis pas qu'ils sont nuls. Et je dis qu'ils sont moins bons que ce que je pensais. C'est pas infaisable. Voilà. Mais logiquement, on devrait perdre ce match. Oui, je dis pas qu'on va le gagner. Et je ne sais pas quand est-ce que va être notre première victoire cette année. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Tu sais, toutes les semaines, il y a des surprises en NFL. Il faut juste espérer qu'il y ait nous. D'accord. Non, mais là c'est le fan extrêmement déçu et atterré par l'amateurisme de Daboll qui parle. Mais je sens bien que tu es déçu. Voilà, au bout d'un moment, ils arriveront. De toute façon, si c'est pas lui, ce sera un autre. Hein. Mais on finira bien par remonter la pente. Dans combien d'années? Ça, c'est une autre question. Allez, merci Thiergo, merci à tous de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine pour débriefer de ce match contre les Browns. À plus tout le monde, salut!